Tout-Puissant qui m'a aidé à être parmi vous aujourd'hui. Ainsi, je remercie Madame Rachida pour tous vos efforts et pour ta grande flexibilité surtout. Ainsi que je tiens à remercier tous mes chers collègues pour l'esprit de partage, l'esprit de groupe durant toute notre formation. Et un mot d'amour pour ma petite sœur qui a insisté à assister à ma soutenance d'aujourd'hui. Donc, Bismillah, comme vous avez vu, la première diapo, elle illustre quoi? Une plongée sous-marine. Je me suis dit, je fais une soutenance de psychothérapie. À mon humble avis, j'ai trouvé que notre travail en tant que psychothérapeute, c'est vraiment assimilable à un plongeur sous-marin qui est en train de découvrir le fond. Nous, on va découvrir ensemble le fond psychologique ou bien l'océan psychologique de deux cas cliniques. Le premier cas, c'est Nedal, je l'ai appelée Nedal. C'est une jeune fille de 23 ans, étudiante en médecine, 6e année. C'est une cadette d'une fratrie de 3 sœurs. Sa situation sociale est célibataire, niveau socio-économique moyen, un père commerçant, une mère femme au foyer. Le tableau clinique dont souffre ma patiente est réparti. Physiquement, elle est de petite taille, elle est maigre, elle a les regards fouillants, un visage rigide et distant. Sur le plan psychologique, elle a un tempérament anxieux, dysimique, irritable, et elle est trop agitée. Et je répète, elle est trop agitée. En tant que comportement, elle souffrait de troubles de sommeil, à savoir d'insomnie, d'évitement relationnel et au niveau familial, c'est-à-dire elle évite d'être en famille avec ses parents, ses sœurs, et sur le plan professionnel, à savoir entre les collègues. D'où la manifestation d'isolation, de solitude. Sur le plan vestimentaire, il se vêtit toujours en noir, il portait une casquette noire, des jeans noirs, il voulait peut-être nous dire qu'elle est invisible et elle veut être invisible. Sur le plan cognition, elle avait des troubles de concentration et je note qu'elle est un profil purement intellectuel. Je passe. Donc l'histoire de ma patiente. Ma patiente Nedal, 23 ans, a vécu une enfance malheureuse. Elle a maintenant des relations conflictuelles avec ses parents. Son père, il est très autoritaire, sévère. Sa mère, elle est soumise, effacée, trop malade. Depuis l'âge de 6 ans, sa mère est hospitalisée fréquemment pour des cardiopathies, des pathologies graves nécessitant des valvulopathies, c'est-à-dire des interventions chirurgicales à répétition. Résumons la chose, donc parmi les facteurs aggravants de la situation actuelle de ma patiente, ce sont la répétitivité des hospitalisations de sa maman. Les événements marquants, quand vous voyez, chère assistance, la ligne de vie proposée par ma patiente a révélé et je note c'est juste quelques événements marquants pour elle. Je note qu'il trouve qu'il a une amnésie concernant la période 0-6 ans, elle ne se souvient de plus. À partir de 6 ans, s'enchaînent des traumatismes vraiment très marquants. Le plus marquant pour moi, c'est à l'âge de 7 ans. Voilà, je veux alléger votre attention, mais à l'âge de 6 ans, la naissance d'une petite sœur. Donc voilà, il se trouve avec un petit nourrisson à la maison. À l'âge de 7 ans, c'est le gros traumatisme chez elle. Ils ont découvert que leur père trahit la maman dans le foyer familial, à l'insu de toute la famille. Donc, je ne veux pas vous encombrer par les détails parce que
la patiente, lorsqu'elle était de retour, ma patiente, elle était accompagnée de sa mère et de ses deux sœurs pendant un week-end pour rendre visite à leur grand-mère à Marrakech. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause de mauvais climat, c'est-à-dire il y avait une averse qui a obligé et la patiente et la maman et la sœur de revenir tout brusquement. Ils ont alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Un flagrant événement de trahison au sein du foyer. Le père dénudé, je pense que le message est transmis. À partir de là, s'enchaînent des événements traumatisants chez ma patiente. Je note un abus physique violent, c'est-à-dire elle était violemment frappée par son père au cours d'un anniversaire. Regardez le dilemme. Au cours de l'anniversaire de sa petite sœur, ma patiente, à cause de faux rire, elle avait 10 ans, le père, elle a violemment giflé la patiente et ça a marqué sa mémoire. Un autre traumatisme, c'est à l'âge de 13 ans, sa mère a été hospitalisée pour recevoir une valvulopathie urgente. Et dans ce traumatisme, ma patiente Nedal a reçu un abus psychique de la part de son père, vu tout simplement qu'il a, au sein de l'hôpital, lorsqu'il a vu sa maman, c'est la première fois pour elle qu'elle voit sa maman hospitalisée après un post-opératoire lourd. Elle se mettait à pleurer elle se mettait à pleurer devant les tantes, les sœurs du papa. Et c'est très interdit pour lui. Lui, il respectait son image. Il interdit l'expression des émotions. D'où ce traumatisme marquant pour ma patiente. Je note, pour résumer, à l'âge de 22 ans, elle a eu des amoureux distants. Elle a remarqué qu'elle est attirée plutôt par des hommes au sein du cadre professionnel qui sont distants et qui sont abusifs, de même caractère que son père. What is this? اسمعني schéma. C'est quel schéma? Votre PC il est formaté selon quel schéma? Schéma flexibilité. Écoute, trop speed. Il a de l'écoute. Ok. Est-ce que c'est? Je pense qu'il y a des diapos qui manquent. Oui. رجعي شوية. Outils, objectif thérapeutique, évaluation. Donc non, voilà, on était en train de d'énumérer uniquement quelques traumatismes qu'a subi ma patiente. Ok. On vous rappelle que la demande initiale de ma patiente était juste la difficulté de prise de décision. Je vous rappelle que c'est une jeune étudiante en médecine, se soucie uniquement de son futur professionnel. C'est une stagiaire on s'est rencontré dans le cadre professionnel. Il est obligé de passer un stage au sein de notre structure hospitalière. Donc, les discussions s'enchaînent. Le motif initial, c'était juste je ne sais pas pourquoi, c'est très difficile pour moi de prendre la décision alors qu'il me reste uniquement quelques mois pour découvrir quel sort je serai. C'était justement la première demande initiale. Mais à travers nos discussions, parce que je vous rappelle que cette jeune stagiaire, elle est obligée d'assister au cours de mes consultations chaque jour pour valider son stage. Donc, elle était là, devant moi, on partageait des heures à consulter, à recevoir des consultations, d'où j'ai remarqué chez elle, verbalement et vestimentaire, et sur le plan vestimentaire, des troubles d'anxiété générale. Et par la suite, l'évaluation a permis de confirmer ce diagnostic, à savoir, j'ai allégé les diapos pour que ça devienne soft. Mais on disait pourquoi et
vient l'étape cruciale de notre intervention, c'est l'évaluation. Après avoir vu ce tableau clinique qui est en faveur d'un trouble d'anxiété générale, vient l'évaluation à la base de tests et d'inventaires. La psychoéducation aussi, c'est une étape importante. Ça permet de partager notre vision à cette patiente concernant l'accompagnement, concernant quelques notions sur son trouble, jusqu'ici, elle était inconsciente de ses troubles. Quoi d'autre pour les objectifs thérapeutiques? À la lumière de cette évaluation, on a abouti à identifier des objectifs thérapeutiques. Ensuite, j'ai opté pour quelques outils thérapeutiques afin de remédier à la souffrance de cette patiente. Commençons notre conduite à tenir, à commencer par l'évaluation. Ok, notre évaluation a pour objectif de répondre à ces questions-là. Quel schéma précoce inadapté présenté chez ma patiente? Quels sont les modes? Quelles sont les stratégies d'adaptation? Et quel est son type de personnalité? Revenons aux objectifs thérapeutiques. Oui. À la lumière de l'évaluation, on a abouti à deux objectifs sur lesquels on va travailler. Un, trouble anxiété générale, vu qu'elle avait des incertitudes incontrôlables vis-à-vis beaucoup de thèmes, surtout son futur parce qu'il est très intellectuel, il adopte la fuite, donc secondo le thème de sa famille, des craintes par rapport à la mort, au décès imprévisible de sa maman. Il a toujours cette crainte incontrôlable et incessante, même qui a provoqué l'insomnie chez ma patiente. Deuxième objectif qu'on a à travailler avec cette patiente, ce sont les troubles relationnels, à savoir relations conflictuelles avec ses deux parents. Je note qu'elle m'a réclamé que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas partagé un plat familial avec ses parents ou avec ses sœurs. Elle vit à son rythme dans sa petite chambre, sous prétexte qu'elle est futur médecin. Donc elle est occupée de paperasse, papier, bouquins. Mais c'est un mécanisme de fuite pour moi. Ok. Mais détaillons un peu les outils thérapeutiques. Donc, pour vous résumer mon approche, je suis devant un tableau clinique qui souffre et de troubles d'anxiété générale et de troubles relationnels. J'ai opté d'abord pour la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, pour remédier à ces troubles d'anxiété qui sont un problème aigu. Elle souffre d'insomnie, elle souffre de beaucoup de symptômes. J'ai opté pour la TCC. La TCC qui a comme but de remédier à ces troubles d'anxiété qui se basaient et sur le volet cognitif et sur le volet comportemental. Je résume mon approche sur ce point-là. Donc, j'ai proposé un exercice pratique qui est l'auto-observation des inquiétudes chez ma patiente. C'est-à-dire, au lieu d'être victime de plaintes et plutôt d'inquiétudes à l'infini, insomniantes, j'ai proposé d'allouer un petit moment précis, déterminé, puisqu'elle est matinale. Donc, on a proposé d'identifier les inquiétudes qu'elle a le matin à une heure fixe, et sur du papier, surtout qu'elle est intellectuelle. Elle a ce don d'écrire, voilà. Ok, donc des exercices aussi d'exposition graduée d'imagerie. À l'aide du questionnement socratique, on a pu transformer ces idées, ces inquiétudes, on a pu mettre à l'exergue ces inquiétudes et permettre la remise en question de ces croyances fausses
qui sont la source réelle de ces troubles d'anxiété. Un autre exercice à proposer chez ma patiente, c'est l'imagerie par écrit. Devant toute situation anxiogène, elle prend du papier et elle imagine le pire scénario pour extérioriser et affaiblir. Mon rôle, c'est affaiblir ces inquiétudes. La pleine conscience aussi. J'ai proposé un exercice à ma patiente, à savoir de se relaxer, ce qui était nouveau pour ce profil-là, de permettre aux inquiétudes d'être présentes, les observer comme un nuage qui traverse le ciel. Quoi d'autre? Et au fil des séances, j'ai essayé de réévaluer l'évitement qu'elle a avec son vécu. Donc, pour vous résumer, on était devant un tableau d'anxiété générale. J'ai opté pour la TCC. Mais au fil je ne peux pas structurer mon approche parce que c'est pour moi, c'est un tableau clinique riche. Elle souffre de beaucoup de schémas. Comment j'ai pu découvrir les schémas, c'est à travers le questionnaire Young, à travers le questionnaire des parents et par la suite, voilà. J'ai omis de vous dire que l'analyse transactionnelle a révélé que les messages contraignants chez elle étaient soit forts, soit parfaits. Je pense. Dépêche-toi, ce sont les résultats des tests que j'ai faits. Résumons, le cas de ma patiente, c'est un profil qui est visuel. L'énéagramme, il est en faveur d'une personnalité 3, très intellectuelle. Il souffre d'une rigidité, d'une psychorigidité, pas de notion de compassion avec soi-même. L'analyse transactionnelle aussi a mis en évidence 3 modes chez ma patiente, à savoir le parent normatif qui est très exigeant vers soi-même et vers les autres, l'enfant vulnérable, l'enfant rebelle qui surgit de temps en temps. Je me rappelle d'un propos d'elle lorsqu'on a commencé la psychoéducation et comme quoi si on veut avancer, vous devez reculer un peu et revoir la relation avec vos parents. L'enfant rebelle chez elle, elle a révolté, elle m'a dit pourquoi alors je dois faire tout ce travail pour eux. Donc ici j'ai noté un enfant rebelle. Au cours des séances, les premières séances, surgit l'enfant vulnérable. Il se mettait à pleurer la première fois. J'ai senti qu'elle avait besoin d'affection et de rematernage. Quoi d'autre? Donc ce diapo, il résume les schémas précoces inadaptés diagnostiqués chez ma patiente. D'abord l'abandon. Je vais juste vous donner quelques mots pour ne pas vous encombrer. Donc pourquoi l'abandon? Parce que sa mère était non disponible, elle est toujours malade et hospitalisée fréquemment. Son père a quitté, j'ai oublié de noter ça. Après le traumatisme de la trahison au sein du foyer, comme conséquence, le père a décidé de quitter le foyer parce qu'il y avait une dispute grandiose au foyer. Elle a quitté carrément le foyer pendant 3 mois sans aucun signe de vie. Pourquoi elle a la méfiance à abus? Parce qu'il a reçu beaucoup d'abus physiques, émotionnels, abus verbal et intimidation, et de la part de son père et de la part de quelques collègues pendant son adolescence. La carence affective, oui, parce que ses parents ils sont très froids et distants, surtout le père. Et puis l'imperfection entre parce qu'il était vraiment dévalorisé, surtout par son père. D'autres schémas précoces inadaptés ont été diagnostiqués chez ma patiente, à savoir la vulnérabilité. Nidal, elle a une grande peur de catastrophe. Elle peur de perdre le foyer. Au cours du séisme qu'on a subi récemment, elle a eu vraiment l'anxiété plutôt, elle a été
accentuée. Elle a aussi une peur de la maladie et du futur en général. L'autre schéma précoce inadapté, diagnostiqué chez ma patiente, c'est la dépendance, incompétence. Vu la négligence des parents, vu la prise, c'est le père qui avait l'autorité de prendre des décisions, c'est lui qui avait cette autorité de choisir et les couleurs à porter et les vêtements à porter. Il n'y a pas de notion de sortie, il n'y a pas de notion de voyage. Lui, comme vous avez remarqué, il a des relations là, mais il emprisonne cette petite famille, à savoir ma patiente. Donc, voilà. Schéma précoce inadapté, toujours l'assujettissement, oui. Suite à ce père trop autoritaire, ma patiente a présenté un schéma d'assujettissement parce que son père il était trop contrôlant, froid, la culpabilise à chaque fois. Il n'y a pas de notion de liberté, ni de décision, de choix d'aspect vestimentaire. Et sa mère aussi, elle était malade, déprimée. La conséquence, c'est que la patiente, devant même sa maman, elle me disait « je devrais mesurer mes mots », d'où je me retire paisiblement dans ma chambre. Autre schéma chez ma patiente, c'est le négativisme, l'inhibition émotionnelle. Vu qu'elle est interdite de rire, de parler à haute voix au sein de ce foyer, pas de spontanéité, donc d'où le schéma d'inhibition émotionnelle. Son père est trop négatif, pessimiste, et d'où la présence de ce schéma chez ma patiente. Et par la suite, exigence élevée comme schéma secondaire, vu qu'elle a présenté un schéma de honte et d'imperfection. Elle a développé la contre-attaque, comme si, voilà, vous me dites que je suis dévalorisée, que je ne vaux rien, voilà, je vous montrerai qui je serai. C'est ça. L'exigence élevée chez ma patiente. Et puis la punition, au cours de mes consultations, j'ai constaté qu'elle aime bien que les patients qu'elle reçoive soient punis pour une omission, pour une erreur, pour s'il oublie de ramener un bilan ou quoi que ce soit. Ok. Donc ici c'est une diapo qui nous résume comment cette patiente a développé un schéma secondaire au schéma primaire qui est honte, imperfection, et le mode qui a surgi c'est le parent exigeant. J'ai remarqué qu'il a incarné au sein d'elle la voix exigeante, sévère de son père, et surtout devant les patients qu'on reçoit. Parce que je vous rappelle le cadre professionnel qui nous a réunis. Voilà. Donc, concernant ces traumatismes marquants, que faire? Je note uniquement quelques exemples. On a essayé de traiter les traumatismes qu'elle a subis. J'ai commencé par ce qui est soft, parce que c'est une patiente qui est intellectuelle et qui développe même devant le thérapeute des mécanismes de fuite. Donc j'ai essayé d'opter pour le plus aisé chez elle. On a essayé de traiter un abus physique violent qui était à l'occasion d'un anniversaire de l'anniversaire de sa petite sœur. Elle a été violemment giflée. Donc on a essayé de revenir à ce traumatisme via le MDR. L'autre situation traumatisante qu'on a traitée, c'est le flagrant délit, le flagrant événement de trahison du père. Mais cette fois-ci, j'ai opté par l'imagerie et j'ai opté pour l'imagerie en lieu sûr. Et imaginez que lorsque j'ai posé la question, voilà Nedal, tu as le choix maintenant de choisir un lieu sûr dans cet univers. Lequel? J'étais surprise qu'elle a choisi juste sa petite chambre. Elle me dit que voilà, ma petite chambre, c'est le paradis pour moi. Je veux voir les papiers, je veux voir les bouquins. On a essayé d'incrire via les quatre sens, c'est-à-dire
elle fuyait dans la consommation du café. Donc, on a fait appel aux quatre sens, l'odorat, les choses qui sécurisent ces éléments qui sécurisent ma patiente. Et comme ça, on a opté à entrer, à revenir plutôt dans ce traumatisme et revenir aux émotions, aux pensées, à toute cette charge émotionnelle qui a associé qui a plutôt marqué ce traumatisme chez elle. Heureusement qu'il y a une amélioration. Je vais être honnête, c'est que la répétition des exercices qui peut-être va améliorer ce profil parce qu'il est vraiment intellectuel et il est dans la fuite, il est toujours dans la fuite. Ok. Donc, phase active de thérapie, on a parlé de la prise de conscience. Ici, je note quelques techniques cognitives, le journal des schémas, oui. Avant d'entrer dans le détail que vous maîtrisez tous, mes chers collègues, pour moi, je reviens toujours à ce cas. C'est un tableau clinique d'anxiété. J'ai essayé de faire de la TCC, mais au fur et à mesure, j'ai remarqué la multitude, le tableau riche en schémas, c'est très hard pour elle. Donc, la psychoéducation était un élément phare qui permet aux patients de se comprendre d'abord et pour s'engager davantage. C'est le mot que je cherchais, s'engager, parce que lorsqu'on dit confronter l'évitement dans lequel souffrait, uniquement le livre de Réinventer ma vie, ça m'a vraiment aidé largement, car on est devant un profil intellectuel qui fuit dans la lecture. Donc ça vraiment a aidé ma patiente à s'engager davantage avec le thérapeute. Je vous rappelle que ma patiente elle souffre de beaucoup de schémas. Mon approche ma conduite à tenir en tant que thérapeute, j'ai opté pour le schéma le plus aisé à affronter, à savoir le schéma d'exigence élevée. Et on est toujours, c'est-à-dire le travail de psychothérapie, il est toujours en cours. Donc j'ai commencé par l'exigence élevée en parallèle avec le traitement des troubles d'anxiété générale. Voilà, parmi les changements concrets, il y a vraiment une amélioration clinique après la réconciliation avec soi, l'acceptation, on dirait, ça nécessite encore et encore de séances. Et vraiment, il y a une amélioration clinique de l'anxiété. Pour les progrès souhaités, j'opte, Inch'Allah, pour qu'on suit le travail sur chaque schéma. Inch'Allah. Mon deuxième cas, maintenant je vous invite, chère assistance, à plonger dans un autre océan psychologique, celui de Shoujoun. C'est moi qui ai appelé cette patiente Shoujoun. Donc Shoujoun, elle est âgée de 27 ans, célibataire, master en marketing, commerce privé. Parmi ses expériences professionnelles, c'est une ex-assistante commerciale d'un opérateur immobilier. Actuellement, c'est un délégué médical d'un labo pharmaceutique. Sur le plan familial, c'est l'aîné d'une fratrie de 4. Sa maman, c'est une femme au foyer. Son père, il est décédé en 2020 à l'âge de 45 ans suite à des complications respiratoires du coronavirus. Sa vie amoureuse, elle est marquée par des conflits relationnels, à savoir des ruptures amoureuses à répétition. Donc, Shoujoun. Son motif initial de consultation était un tableau clinique de dépression, à savoir la psychasthénie, c'est-à-dire la fatigue asthénique, la fatigue psychique, la perte de goût pour ses activités même banales, le manque de motivation et la triade de Beck, à savoir ce sentiment qu'elle a, que l'entourage ne le comprend pas, ce sentiment qu'elle est déficiente et ce sentiment et cette impression que le futur ne va préserver pour elle que des déceptions.
Donc, devant ce tableau clinique chez Shujun, j'ai commencé l'évaluation. C'est via, bien sûr, les inventaires et les questionnaires, analyse transactionnelle, ennéagramme. Le résultat, Shujun, c'est une kinesthésique, un profil kinesthésique de personnalité type 4. Type 4, très sensible, très marqué par la mélancolie, très dépressif. Le test de message contraignant a abouti à fait plaisir. Il est piloté par fait plaisir. Et l'inventaire de Beck, le résultat a montré une dépression modérée chez cette patiente. Donc, au bout des séances, on a abouti à identifier des objectifs thérapeutiques sur lesquels on va travailler, à savoir la dépression, le deuil et l'abandon. What is this? Ça bouge seul. C'est-à-dire, merci pour votre attention. Par respect à notre collègue, Madame Rachida. Madame Rachida, je dois respecter à notre collègue. Alors, on va revenir. La coupe du deuil. Oui. Shujun, il se présente vraiment pour un tableau de dépression. Le deuil, j'ai découvert à travers les séances qu'elle est bloquée par rapport à le deuil de son père. Et j'ai abordé ce tableau clinique différemment par rapport à l'autre. J'ai essayé d'aborder sa blessure d'abandon. Ok. Donc, cette diapo, il résume la courbe du deuil pour revenir aux étapes que ma patiente n'a pas franchies. Donc, elle était bloquée dans cette peur, cette colère et cette tristesse, surtout qu'il y a un événement aggravant. Ce n'est pas uniquement le décès de son père, mais après le décès de son père, il a découvert que le père avait une deuxième épouse qui est venue pour réclamer l'héritage. Et la deuxième épouse, elle est une maman d'une fille âgée de 8 ans. Donc, décès c'est une trahison pour elle, surtout c'est l'aîné de cette famille. Okay? Donc, les outils thérapeutiques que j'ai optés, bien sûr, le fameux mot-clé pour moi en tant que psychothérapeute, c'est la psychoéducation. C'est comme un éclairage, c'est un outil important. On partage notre vision, on partage des mots techniques à propos des outils thérapeutiques qu'on va utiliser, et ça aide énormément la thérapie. Le deuxième pilier, c'est travailler le deuil. Et le troisième pilier, c'est la thérapie d'acceptation, l'affirmation de soi aussi, l'auto-surveillance, surtout le journal d'humeur et sentiments. Parmi les exercices à donner, j'ai proposé la liste des activités comme le sport, la danse, les voyages, relooking sportifs, les sorties. Revisiter son style et son hygiène de vie, et revisiter surtout ses valeurs personnelles, notamment la spiritualité, parce que c'est un tableau pour moi qui souffre de dépression, et le mot spiritualité, c'est un mot-clé. Ensuite vient l'activation comportementale. Parmi les propositions à donner chez ma patiente, c'est soigner son apparence physique, relooking, porter plus de couleurs pour sortir de sa dépression, exercer du sport parce que vraiment il ne savait pas une notion de sport, choisir un loisir. Elle a choisi la danse orientale, surtout que c'est une personnalité type 4. On a parlé de la spiritualité. Elle a vraiment commencé à pratiquer de la gratitude via l'écriture journalière des cadeaux et des biens qu'elle possède, et qu'elle n'avait pas cette prise de conscience qu'elle devrait pratiquer de la gratitude. Et je tiens à vous dire que même la pleine conscience permet aux patients de se réconcilier avec soi.
Les résultats, sur le plan clinique, vraiment, il y a une bonne réconciliation avec soi. Elle a retrouvé finalement un nouveau sens à son existence. Surtout, c'est la prière qui a aidé ma patiente à pardonner son père et à pratiquer sur le terrain l'acceptation de tous ces traumatismes. Et ensuite, il a retrouvé un nouveau goût de vie. Et merci pour votre attention.